Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette fois-ci, c'est la mode, nous démarrons. Bienvenue à notre nouvelle webconférence. Bienvenue à un thème managérial qui est fixer ses exigences, jusqu'où peut-on aller. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Gérald Normand, bonjour. Bonjour à tous. Gérald est directeur associé depuis maintenant près de 17 ans auprès de nous. Il pilote un certain nombre de dossiers managériaux. Il pilote notamment le séminaire Mastership, qui est un séminaire de culture managériale. Et il accompagne de nombreux clients dans le cadre de développement d'universités, de centres de formation managériale, middle et top management. Donc, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et la première question, Gérald, que je vais te poser, c'est deux messages que tu souhaitais faire passer à l'ensemble de nos participants. On ne manque que de travailler spécifiquement sur ce cadre. Oui, c'est ça. Nous allons parler d'exigence et avant, bien évidemment, d'installer l'exigence, le premier message sur lequel je souhaite insister, c'est la création de liens. Si vous ne créez pas de liens, avant d'être exigeant, vous allez avoir du mal à faire en sorte que votre exigence soit mise en œuvre et acceptée même par votre collaborateur, parce que le lien va créer de la confiance. Donc, le lien, c'est quoi concrètement pour un manager que de créer du lien? C'est d'aller déjeuner, de partir en week-end? C'est quoi créer du lien? Alors, ça peut se faire autour d'un déjeuner de travail, mais la principale chose consiste à découvrir le levier de motivation, de découvrir ce qui anime son collaborateur. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. C'est fondamental de créer du lien en découvrant ce qui anime son collaborateur, avant d'être exigeant. Donc, premier point, lien. Deuxième élément que tu souhaitais évoquer, c'est la notion de fixation de cadre ou définition de cadre pour recadrer. C'est ça. On parle souvent lorsque j'anime des formations managériales, middle top management, peu importe. Tiens Gérald, moi j'ai une attente pour ce stage, c'est comment recadrer un collaborateur. Alors bien évidemment que je vais répondre à cette attente sur comment on recadre un collaborateur. La précaution, c'est qu'avant de recadrer, il faut cadrer. C'est-à-dire que les exigences ne sont pas induites, elles doivent être vendues à son collaborateur, ce sur quoi je suis exigeant, tant sur le plan métier que sur le plan comportemental. Après, il sera beaucoup plus facile de recadrer si le collaborateur est déviant par rapport à ce cadre. Un exemple concret de poser un cadre, de définir un cadre avec son collaborateur? Oui, tout à fait. J'ai accompagné la direction de la gestion des sinistres de MMA, les 170 managers de cette direction, sur comment piloter la performance au quotidien. Et à un moment, quand on est arrivé au cadrage et à ce sur quoi je pouvais être exigeant, on a travaillé sur les temps de pause, parce qu'ils managent des centres d'appel pour recevoir la gestion des sinistres, et il y avait un déséquilibre entre ceux qui étaient fumeurs et ceux qui ne le sont pas. Et donc, on peut très bien fixer des exigences sur le nombre de pauses, leur durée, et prendre en compte le fait qu'on soit fumeur ou pas. D'accord. Alors, tu viens d'aborder quelque chose de très concret en lien avec ce slide qui apparaît, qui est la notion de cadre légal qui doit être en lien avec les exigences managériales. Concrètement, ça signifie quoi? Oui, c'est-à-dire que là, j'ai bâti quelque chose qui peut s'apparenter à une colonne vertébrale. En fait, tout doit être aligné. Bien évidemment, on part du droit du travail, ensuite s'en découle une convention collective. Dans certains cas, il y a d'ailleurs une convention collective particulière. C'est le cas pour les journalistes ou les VRP, par exemple, qui en bénéficient. Et tout de suite, le manager doit, avant de fixer ses exigences, s'intéresser à ce que dit le règlement intérieur et surtout le contrat de travail signé par le salarié. Pourquoi? Parce que je dois être aligné avec le règlement intérieur d'une part et le contrat de travail. Et donc mes exigences vont être dans la droite ligne de ce règlement. L'exemple des pauses que je citais tout à l'heure, je m'intéresse à ce que dit le contrat de travail en matière de pause. Ensuite, ce que dit potentiellement le contrat de travail du salarié, le règlement intérieur, pardon. Qu'est-ce qu'il dit en matière de pause? Je m'intéresse à ce qui est indiqué sur le contrat de travail et après, je peux avoir des exigences particulières quant à ces pauses et à leur gestion.
Juste une petite parenthèse par rapport à cet aspect juridique, où nos clients nous disent assez souvent que les jeunes managers sont parfois dépourvus face à un certain nombre de situations. C'est la raison pour laquelle avec le cabinet Final, on a développé un partenariat et un séminaire spécifique qui s'appelle Droit et devoir du manager et qui permet à vos jeunes managers de comprendre la dimension juridique avec un avocat qui vient expliquer un certain nombre d'éléments sur ce qui est possible et pas possible de faire, et les consultants PQ qui viennent mettre en perspective l'utilisation de ce droit dans la pratique managériale quotidienne pour reboucler sur ce que vient d'évoquer Gérald. Pour autant, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de cadre et de ce que l'on peut faire. Et on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance de créer du lien avec là une cellule que tu souhaites expliciter avec deux dimensions, mais une qui est plus forte que l'autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai effectivement dessiné un cercle dans lequel figurent deux parties. Le cercle représentant les leviers de motivation du collaborateur, des leviers de motivation qui peuvent être pécuniaires ou non pécuniaires. Donc, tous les éléments financiers, bien évidemment, sont à prendre en compte. Le salaire, d'une part, les avantages en nature, les primes, quelles qu'elles soient, quelle que soit la hauteur de la partie variable, et surtout prendre en compte ou découvrir les leviers de motivation non pécuniaire. Qu'est-ce qui anime mon collaborateur au-delà de l'élément argent? C'est fondamental pour un manager, surtout lorsqu'il n'a que peu d'influence sur la partie pécuniaire, de découvrir les leviers de motivation non pécuniaire. Qu'est-ce qui met en musique, qu'est-ce qui anime mon collaborateur au quotidien? Oui, et puis on sait que le levier pécuniaire est pas le principal levier. Il y a une étude APEC qui tourne depuis maintenant 10 ans, et tous les ans, ce que nous dit en substance l'étude APEC, c'est qu'il y a 3 raisons pour lesquelles un collaborateur quitte son entreprise. La première, c'est parce qu'il ne s'entend pas avec son supérieur hiérarchique direct. C'est la première raison la plus importante. La deuxième, parce qu'il n'y a pas de perspective d'évolution dans son poste et dans sa fonction. Et la troisième seulement, pour aller chercher une augmentation de salaire. Donc on voit bien que les leviers de motivation des collaborateurs, a fortiori avec les millennials et génération Y ou Z, c'est d'avoir du sens, d'avoir de la reconnaissance, c'est de se sentir valorisé, c'est d'avoir une forme d'autonomie. On va voir tout ça dans quelques secondes, Gérald. Ce qui vient renforcer cette étude APEC que je viens d'évoquer, toi, tu le mets sous 3 principales valeurs que doit animer, faire vivre un manager auprès de ses équipes. Ouais, c'est ça. Là, j'ai juste fait un extrait d'une partie importante de Mastership, dont tu parlais tout à l'heure, le séminaire sur la culture managériale, où il y a une grande part qui est accordée aux valeurs de l'être humain. On fait bien évidemment le parallèle avec les valeurs de l'entreprise. Là, je parle des 3 plus belles valeurs qui, si elles sont dans la tête d'un manager, vont générer le plus de performance pour son collaborateur. Donc la confiance, le respect et l'autonomie. Et bien évidemment, je peux faire le lien avec les valeurs de l'entreprise, puisque la plupart des entreprises que nous accompagnons ont affiché des valeurs que les managers portent au quotidien. Bien justement, le manager peut s'appuyer sur ces valeurs pour fixer son cadre d'exigence, parce qu'elles doivent être le reflet des valeurs de l'entreprise. Donc en clair, même si mes propres valeurs sont différentes de ceci, moi en tant que manager, je dois en permanence être sur ces 3 dimensions qui vont me permettre un meilleur développement de mes équipes, c'est ça? C'est ça. Ces 3-là facilitent le plus le développement de la performance de mon équipe. Et c'est ce pourquoi j'ai intérêt à m'associer, en tout cas, à les faire vivre au quotidien, parce que ça va être grandement facilitant pour fixer son cadre d'exigence. Alors, rentrons dans la technique. Comment est-ce qu'on définit clairement son cadre son cadre d'exigence à un collaborateur? Alors, au départ, il y a un travail de préparation à faire. Ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'on a 2 choses à définir. Les choses sur lesquelles on va être intransigeant, c'est du non négociable, c'est du non modifiable. On ne laisse pas la part à l'à peu près. Donc, on va fixer un cadre très précis. C'est la partie rouge.
Et on peut être ouvert sur d'autres éléments à un peu plus d'ouverture, à de la négociation, à de la discussion sur sa mise en œuvre. Le tout va permettre de définir le cadre d'exigence. Donc une partie rigide, une partie un peu plus souple. L'importance d'avoir une égalité entre les deux ou ça dépend Non, ça dépend du sujet. Bien évidemment, on peut même n'avoir qu'une partie rouge. On ne peut pas avoir qu'une partie bleue. Ça, c'est très clair. On ne peut avoir, par contre, qu'une partie rouge. On peut avoir à fixer un cadre somme toute, perçu comme très rigide, sans laisser la part à l'improvisation. Mais en tout cas, la partie bleue seule, ça ne suffira pas. Vous allez être perçu comme un manager faiblement exigeant. Ce serait dommage. Alors, 5 étapes pour fixer le cadre une fois qu'on a défini ce qui était de façon incontournable, indiscutable et ce qui était éventuellement plus souple dans la mise en application ou dans la discussion à tout le moins. 5 étapes pour fixer le cadre d'exigence. Comment est-ce que ça se passe? Voilà, c'est-à-dire que la partie que l'on vient de voir juste avant, c'est la préparation. C'est sur quoi je suis rigide, sur quoi je suis un peu plus souple, sur quoi je suis ouvert à la discussion. Ça m'aide à préparer mon discours. Ensuite, je fais face à mes collaborateurs et je mets en place ces 5 points lors du discours. Alors, la première chose à faire, c'est bien évidemment indiquer très clairement mes attentes et surtout de donner du sens à celles-ci. Donc, j'ai 4 possibilités de donner du sens à mes exigences. La première, quel est l'intérêt pour lui? Quel est l'intérêt le collaborateur il a à respecter cette exigence-là? Quel est l'intérêt pour l'entreprise? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée en matière de développement de business, en matière de satisfaction client, par exemple? Donc, ça va aider en quoi l'entreprise? L'équipe à laquelle le collaborateur appartient, voilà, en matière de cohésion, en matière d'entraide, en matière de développement, de partage des bonnes pratiques. On peut trouver tout un tas d'éléments pour donner du sens collectif à son cadre. Et puis, bien évidemment, le client hein, au centre de toute entreprise. Et donc, quel intérêt ça a pour le client d'être exigeant sur ce plan-là? Un exemple, un manager, un directeur de grand compte peut avoir à fixer ses exigences sur l'art et la manière de soutenir un appel d'offres. Nous allons aller ensemble soutenir, toi et moi, un appel d'offres. Juste avant que nous y allions, je souhaite être exigeant sur tel point, tel point, tel point, tel point, tant sur le fond que sur la forme. Donc ça, c'est la première partie. Et c'est ce sens qui va générer de l'envie à mettre en place. Alors, surtout lorsqu'on est, là j'ai indiqué changement d'habitude, surtout lorsqu'un manager doit faire changer une habitude qu'il n'apprécie pas, parce qu'elle a que trop duré, et donc là, il va devoir faire preuve particulièrement, il va devoir mettre en place des efforts et beaucoup de sens pour changer une habitude, parce que le collaborateur est dans le confort. Et là, il va devoir prendre conscience que demain, il faut qu'il procède autrement. A fortiori, la nécessité de donner du sens à ce type de contexte. Encore plus, là, quand on veut faire changer l'habitude d'un collaborateur. Et pour cela, j'ai à ma disposition des exemples. Moi, je demande toujours à être très factuel, très concret dans son approche et étayer ses propos d'analogie, d'exemples qu'on peut trouver dans le contexte, donc dans le contexte lié à l'entreprise. Le contexte, c'est vraiment l'entreprise, avec un exemple positif de ce que l'on souhaite, un exemple négatif de ce que l'on souhaite plus voir, ou sortir complètement hors contexte. Lorsque, par exemple, je forme des managers sur la fixation d'un cadre d'exigence, moi, je les invite à mettre leurs collaborateurs en situation de client qui recevraient cette exigence-là. Et de fait, là, on obtient des exemples hors contexte, positifs ou négatifs. Un point important, qui est le point 4, c'est oser dire ce que l'on ne souhaite plus voir. Oser dire, ça, c'est terminé, cette pratique-là, je ne la souhaite plus dans mon entreprise, pour telle et telle raison. Et ça, l'expérience montre que c'est pas facile, c'est quelque chose, savoir dire stop, savoir dire non, pour des jeunes managers, ou y compris pour des managers plus seniors, c'est pas quelque chose qui est communément partagé, c'est assez facile. Ça nécessite des notions d'assertivité qui sont pas toujours partagées par les managers. C'est exactement ça, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur la fixation d'un cadre d'exigence, je viens de citer le mot,
On travaille bien évidemment sur le comportement assertif. Qu'est-ce qui fait que j'ai intérêt à dire posément, ça c'est terminé? Comment je vais lâcher ça? Comment je vais donner du sens à mes exigences? C'est développer effectivement un comportement assertif, plutôt que agressif, passif ou manipulation. Et le dernier, faciliter la mise en pratique. Alors finalement, le dernier, on le retrouve sur toutes les étapes parce que l'objectif, c'est que certes, je suis en train de fixer un cadre d'exigence, mais je dois aussi développer de l'interactivité avec mes collaborateurs. Et donc, j'ai préparé des questions pour faire, surtout dans le cas de changement d'habitude, j'ai posé des questions pour faire dire pourquoi ils procèdent comme ça aujourd'hui, quelles sont les conséquences à faire comme ça si ça dure, comment vous allez procéder, qu'est-ce que j'attends de vous demain. Et donc, j'ai préparé des questions pour faire dire les freins, faire dire les gênes occasionnés, faire dire les problèmes rencontrés. Derrière, ça va m'aider à fixer le cas. Et surtout, je termine toujours par la notion de double engagement. C'est-à-dire, je ne sais pas dire simplement, je vais au-delà de l'adhésion. L'adhésion, j'appelle ça souvent, sur un stage managérial, c'est le monde de oui-oui. Un collaborateur peut vous dire, oui, je vais mettre en place. Je ne me contente pas de oui, je vais mettre en place. Qu'est-ce que tu vas faire pour mettre en place? Sur quoi tu t'engages? Quelles étapes? C'est ça. Ah, ben, je m'engage à. Donc, je pose une question ouverte pour faire de l'engagement. Et moi, manager, je m'engage. Je m'engage à être aidant, je m'engage à faciliter la mise en place du cadre. Je m'engage aussi à contrôler, à être vigilant sur le cadre que j'ai fixé. Donc, je termine toujours par cette notion de double engagement. Donc 5 étapes, du sens pour motiver, pour donner envie, donner l'envie en trouvant un certain nombre de leviers, des exemples concrets pour illustrer, savoir dire stop, savoir dire non, ça j'en veux plus, ça je le veux différemment, et puis faire prendre des engagements pour faciliter la mise en œuvre et la réussite des objectifs dans le cadre de ce cadre d'exigence. C'est ça. Est-ce que ça, c'est faisable au quotidien pour un manager? Est-ce qu'il y a dans le temps managérial des moments plus adaptés à fixer un cadre d'exigence que d'autres? Alors, il y a différents moments à privilégier. Bien évidemment, il faut prendre conscience déjà, ce que je disais tout à l'heure, que les exigences ne sont pas induites, elles doivent être vendues aux collaborateurs, avec le sens dont on vient de parler. Alors, plusieurs moments, là, je vous ai remis plusieurs moments. Lorsque j'ai plusieurs collaborateurs qui viennent intégrer mon équipe, parce que j'ai un turnover un peu trop important, ça, c'est un excellent moment. Profiter de l'arrivée de un ou deux collaborateurs pour dire hey, je voulais vous rappeler quelque chose au sujet de. Et on a besoin de se parler 5 minutes. Et pendant 5 minutes, je vais repréciser mes exigences en matière de prospection, en matière de développement de compte ou toute autre chose, en matière de reporting, par exemple. Et je vais rappeler mes exigences sur ce thème. L'autre point, c'est lorsque je constate une dérive de un ou plusieurs de mes collaborateurs. Là, attention, on s'arrête, je ne laisse pas la dérive partir. C'est comme si on avait une fusée sur un pas de tir. Si elle a pris 1 degré d'écart, je peux encore corriger. Lorsqu'elle a pris 10 degrés, elle ne posera jamais ce satellite sur orbite, donc c'est trop tard. Donc après, j'ai un travail trop lourd à effectuer. Donc dès que je vois des dérives, je peux aussi me présenter face à mes collaborateurs. Un dernier point, dès que j'ai envie de fixer une nouvelle exigence, parce que mon environnement a changé, parce que j'ai un nouveau enjeu cette année à porter, parce que j'ai une nouvelle cible client à aller conquérir, je peux fixer des exigences sur ce thème. Merci Gérald. En conclusion, quel conseil, quel résumé tu donnerais aux quelques échanges que nous venons d'avoir? Alors, j'ai une conclusion assez simple. En fait, je ne fixe un cadre d'exigence que ce sur quoi je suis capable d'être sûr que je vais l'appliquer. Si j'ai un soupçon de doute sur le fait que le cadre d'exigence que je suis en train de fixer, moi-même, je ne vais pas le respecter, je ne le fixe pas. Parce que c'est trop dangereux. Parce que derrière, je suis observé par l'ensemble de mes collaborateurs sur le thème en question. Donc, si je fais un accro au contrat, je manque d'exemplarité,
c'est ce qui fait perdre le plus de points de crédibilité managériale. Donc, ça m'embête. Donc, si je suis sûr de respecter le cadre, je fixe le cadre. Derrière, il me sera facile de recadrer, c'est le troisième point, lorsque je vois un écart et que je suis très propre sur le cadre que j'ai fixé, ce me sera d'autant plus facile de recadrer un collaborateur. Merci Gérald, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle webconférence. Notre prochain rendez-vous, c'est le 28 novembre où nous parlerons de tutorat, de formation interne, notamment comment transmettre les compétences d'un expert vers son successeur, important dans certains métiers où la pyramide des âges évolue. Si ces sujets managériaux vous intéressent, vous pourrez retrouver un certain nombre d'autres webconférences sur notre site internet. Vous pouvez retrouver aussi des témoignages clients qui illustrent nos savoir-faire. Et puis vous rappeler deux séminaires qui traitent de ces exigences, le dossier, le séminaire Mastership et le séminaire Droits et devoirs du manager. Avant que de nous quitter, peut-être une question qui est apparue et qui dit: que peut-on faire lorsque les exigences ne sont pas partagées lors de moments clés comme l'entretien professionnel ou l'entretien annuel d'évaluation? Que peut-on faire lorsque les exigences ne sont pas partagées lors de moments clés comme l'entretien annuel ou l'entretien professionnel? Bien évidemment, je peux avoir à recadrer. Je peux avoir à recadrer un comportement, je peux avoir à recadrer un manquement à certaines de mes exigences. Si j'ai pris le temps de fixer mes exigences collectivement, derrière, je fais des réglages individuels. Donc, un collaborateur qui n'est pas dans la plaque, si j'ose dire, par rapport aux exigences que j'ai fixées, bien évidemment, lors d'un entretien individuel, je me dois de comprendre pourquoi l'exigence n'a pas été respectée. Et je peux aussi le faire ou faire ce rappel lors de l'entretien annuel. Merci Gérald. Il y a une autre question qui est apparue avec un peu de retard sur notre logiciel. Pardonnez-moi à Stéphane qui nous posait la question. Comment peut-on développer l'autonomie dans un service très encadré, en l'occurrence une plateforme téléphonique avec des procédures hyper contraignantes? Alors, ça dépend après de ce que vous mettez derrière le mot autonomie. Bien évidemment, moi j'adore responsabiliser les collaborateurs, leur faire prendre des risques. Ben, ça aussi, ça se vend au quotidien. Par contre, il faut effectivement leur faire prendre des risques tout en respectant le règlement intérieur et ce que la procédure vous permet. Et donc, très souvent, quand je fixe ce type de cadre d'exigence pour développer ça, je le fais valider d'abord par mon N+1. C'est un point essentiel. Voilà, qu'est-ce que je peux ouvrir? Sinon, on est plutôt dans la boîte de Pandore, donc attention. Donc, je fais valider mon cadre d'exigence par mon supérieur hiérarchique. Oui, et puis il y a souvent les bonnes idées et les possibilités de développement viennent des équipes et du terrain. C'est-à-dire que nous, certes, nous avons une lecture très processée, très méthodologique. On est conscient que le cadre est assez étroit. Pour autant, en interrogeant, en donnant la parole à ces équipes, on va trouver qu'il y aura des espaces de liberté au sein de ce cadre sur lesquels nous-mêmes, nous aurions pensé que ça ne pouvait pas les intéresser que de prendre de l'autonomie, alors même que certains pourraient être intéressés par cette prise de pouvoir. Donc, autre élément, peut-être à aller chercher de l'information, à discuter avec ses collaborateurs pour inventer cette forme d'autonomie. Nouvelle question de Samia qui nous dit: vous évoquiez le carré rouge et le carré bleu. Donc vous vous souvenez, le carré rouge c'est ce qui est non négociable, non discutable, et le carré bleu ce qui est discutable. Le carré rouge peut apparaître comme une directive descendante sans échange. Que répondre dans ce type de cas? Alors que le cadre bleu consiste à mon sens à laisser de l'autonomie dans l'exécution de l'objectif. Deux choses différentes. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que le cadre rouge, c'est quelque chose de non négociable. Et ça peut effectivement être perçu comme de l'autorité. Mais il vous faut de l'autorité, il vous faut mettre en place une dose d'autorité dans votre management. Je vais vous donner un exemple. J'ai pu faire travailler des directeurs de plaques. Ce sont des directeurs de concession automobile, enfin plutôt des directeurs qui managent des directeurs de concession automobile, on va dire de 4 à 10 concessions. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'à 500 ou 600 collaborateurs. Oui, c'est ça. Le directeur de plaque peut superviser jusqu'à 500, 600 collaborateurs. C'est exactement ça. Et il peut fixer des exigences à ces directeurs de concession sur le fait de, tu me produis un bilan annuel de ta concession,
avec les 5 indicateurs dont on a parlé, que tu as suivi toute l'année. À partir de cela, tu détectes la principale problématique de ta concession. Même s'il y en a 3, tu fais un zoom sur la principale problématique de ta concession. Et sur cette problématique, tu arrives lors de l'entretien avec un plan d'action pour la résoudre. Ça, c'est la partie rouge. Donc, le bilan sur les 5 indicateurs que nous avons suivis toute l'année. La problématique majeure, c'est quoi? Le plan d'action, c'est quoi? Et après, je peux avoir une partie bleue sur l'élaboration du plan d'action que j'estime pas encore, j'en ai pas encore besoin à la virgule près. Et là, il y aura un échange sur la détermination du plan d'action. Et alors pour alimenter, il y a Emmanuel qui est un de nos clients qui nous fait part de son expérience où il dit « Je dois montrer à mon collaborateur que je suis toujours ouvert à échanger sur certains sujets pour autant que les règles de base soient respectées. » Donc, il y a un contrat, il doit être respecté. Une fois que ce contrat est respecté, je peux discuter certains autres éléments. En d'autres termes, c'est la zone rouge qui permet et qui va aider à définir la zone bleue. Autre question de Samia qui nous dit « Est-ce que vous conseillez de formaliser les objectifs quand ils interviennent en cours d'année? Si oui, qui formalise, le manager et le collaborateur ?» La réponse est oui. Est-ce que vous conseillez de formaliser les objectifs? Oui, y compris lorsqu'ils interviennent en cours d'année. Un objectif est un objectif. Par définition, il doit être SMART ou SMART que vous connaissez, un spécifique, mesurable, accessible, compatible. En tout état de cause, dès l'instant où il y a un objectif qui a été donné, c'est qu'il y a une vision, c'est qu'il y a un projet qui est derrière. Et donc, le rôle du manager, c'est de tout faire pour que cet objectif soit atteint. Pour qu'il soit atteint, ben, on va le formaliser de façon précise. On va y associer des moyens. On va se positionner en tant que manager pour accompagner le collaborateur dans la réussite de cet objectif. Donc oui, la réponse est oui, sans aucune hésitation. Il est 11h57. Merci à tous. Merci Samia, merci Emmanuel, merci Stéphane d'être intervenu et de nous avoir posé des questions. On vous donne rendez-vous donc le 28 novembre ou avant, si vous souhaitez échanger sur nos accompagnements et nos pratiques en entreprise. Merci Gérald pour cette intervention. Merci Alicia pour l'organisation. Bon vent à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.